Raphaël Arnaud, on sait que tu fais partie de nos députés qui s'attardent énormément sur le sujet de la lutte antifasciste, la lutte anti-réac et de manière plus globale la lutte contre l'extrême droite et aujourd'hui ses relais, à savoir Jordan Bardella, Marine Le Pen, mais en réalité Bruno Retailleau au gouvernement. Est-ce que aujourd'hui Bruno Retailleau incarne plus l'extrême droite que Marine Le Pen et Jordan Bardella dans le paysage politique? Je ne sais pas s'il l'incarne plus, en tout cas il l'incarne, ça c'est sûr. Et en réalité c'est juste un retour à ses origines politiques. Bruno Retailleau a commencé à l'extrême droite pour des questions, je pense, d'opportunité politique. Il s'était un peu rangé dans une droite plus traditionnelle. Et puis comme on voit avec voilà, cette tournure autoritaire et raciste à tous les étages, y compris de la part des élites politiques, économiques, etc., Bruno Retailleau plonge dedans à nouveau et reprend tout simplement ce en quoi il a toujours cru, c'est-à-dire des programmes d'extrême droite, des idées d'extrême droite, et on sent que ça n'a pas de limite. Je sais que tu souhaitais qu'on parle de la traque des personnes étrangères là, sur le territoire, mais en réalité, c'est qu'une étape. Ils ne s'arrêteront jamais. On voit aux États-Unis, là, ça va dans tous les sens. Plus ça avance, plus l'horreur avance. Et on sait bien que, voilà, avec des exemples historiques, malheureusement, si on ne les arrête pas, il n'y a pas de limite au racisme, il n'y a pas de limite à leur projet d'extrême droite. Donc oui, en ce sens-là, Bruno Retailleau, c'est inquiétant. Mais à la fois, c'est très bien d'individualiser parce que lui, en tant qu'individu politique, il mène une action, mais c'est quelque chose de bien plus global. En réalité, Bruno Retailleau ou pas Bruno Retailleau, on entend même des personnages, là aujourd'hui, comme De Villepin, etc., qui reviennent sur le devant de la scène, historiquement de droite, etc. Une fois au pouvoir, ces gens-là, ils servent les intérêts des puissants. Et les puissants, eux, ils ont un agenda bien câblé, j'ai envie de dire, notamment avec des Bolloré, etc., pour les plus visibles, des terrains. Et que ces gens-là, ils ont des projets, encore une fois, en cours, et qu'ils ont un intérêt à faire avancer les projets racistes. Donc de ce point de vue-là, l'ensemble de la droite devient un problème, mais on le voit bien, il y a même presque plus de droite, il n'y a plus que de l'extrême droite, on dirait, dans ce pays. Donc il y a une radicalisation et il va falloir l'affronter. Et justement, là tu me disais qu'il fallait pas forcément non plus individualiser, parce que sinon on risquait de passer à côté peut-être de la vague raciste et réac qui est en train de s'emparer du pays, mais plus globalement en fait de l'Occident. Mais tout de même, en ce qui le concerne lui, sur la pensée idéologique, est-ce qu'on est vraiment de l'ordre de l'idéologie et complètement il est à fond dedans, ou est-ce que c'est une logique électorale et dans ces cas-là, peut-être que le travail c'est pas le même? Ouais, c'est une bonne question parce que souvent on est tenté de croire que c'est seulement par stratégie électorale que, par exemple, Emmanuel Macron, année après année, a plongé dans des politiques de plus en plus racistes, de plus en plus autoritaires, alors qu'en réalité, c'est un mélange des deux, je pense, à la fois une stratégie électorale pure et dure, parce que c'est des gens qui pensent qu'à sauver leur poste, etc., et qui voient une radicalisation du vote vers le RN, et donc qui essaient de le rattraper. Et à la fois, je pense qu'il se convainc idéologiquement aussi petit à petit. Bon, Bruno Retailleau, je pense que c'était moins difficile pour lui que de se convaincre, parce qu'encore une fois, il vient de cet héritage de l'extrême droite, il a été construit comme ça politiquement, il s'est façonné comme ça politiquement, donc c'est juste, j'ai envie de dire, un retour à la casa pour Bruno Retailleau que de reprendre toutes ces thématiques. Et justement, sur le sujet de la traque des étrangers sur simple délit de faciès, du coup, ça dit quoi là du cap qu'on vient de passer en termes de level de fascisme aux portes du pays? Malheureusement, c'est pas nouveau. Du contrôle aux faciès, il y en avait, on le sait, c'est décrit depuis des années. La chasse aux personnes sans papier aussi, il y en avait. Mais là, effectivement, plus ça avance, encore une fois, plus ça prend des proportions complètement dingues. Et petit à petit, on a tenté de nous habituer à déshumaniser les personnes sans papier. Et là, ça rentre complètement là-dedans. C'est vraiment l'idée qu'en fait, il faut pourchasser, et puis avec tout un tas de discours qui seraient censés nous faire peur, etc. Depuis des années, on voit bien à chaque fait divers, on essaye de nous monter en sauce des événements, etc. Donc voilà, donc petit à petit, on nous habitue à cette déshumanisation, et je crois que cette traque aux étrangers, elle était d'autant plus spectaculaire. Dans les gares, voilà, on voyait comme ça des policiers, notamment à Gare du Nord, il y avait des images assez dingues qui rôdaient pour essayer d'attraper effectivement un contrôle aux faciès, quoi. Donc et d'ailleurs, ils en ont assez fait violent. quoi des gens? Parce qu'en fait, ce qui est le pire, c'est qu'ils ont arrêté des gens. On a vu on a quand même vu des
je sais pas si c'est des militants ou à ce stade juste des gens qui s'insurgent contre un truc qui est complètement inhumain, s'interposer et mettre leur désaccord. Enfin, c'est ce qui se passait, mais en fait, ils ont vraiment arrêté des gens, ils les ont mis dans des fourgons de police. Est-ce qu'on a des informations sur... A priori, pour l'instant, non. Pas vraiment d'informations très concrètes sur ce qui se passe. J'imagine qu'on a encore un cadre juridique qui fait qu'il y en a qui ont pu être relâchés. Mais je pense qu'il y a vraiment une volonté de nous envoyer des images très spectaculaires qui font peur, qui effraient, qui nous laissent un peu dans la stupéfaction et qu'on s'habitue au pire, entre guillemets, pour ensuite mettre en place des programmes encore plus hard. On voit bien aux États-Unis, là, il y a eu des images complètement dingues de personnes menottées, mis au sol, comme ça, la tête sur le sol, juste parce que c'est des personnes sans papier. Ensuite, qui sont reconduits à la frontière de façon très brutale. On sait bien que comme projet politique, ça pourrait partir dans tous les sens, quoi. Il y a eu les idées, là, je crois que c'est Laurent Wauquiez là aussi qui est parti en cacahuète, qui a dit qu'il fallait mettre. Je peux pas tous suivre fallait mettre tous les OQTF, je sais plus où là. Ah oui, sur un. Mais dans le chat, dites-nous si vous vous souvenez. Oui, il est parti complètement au Canada ou je sais plus où là. sur je crois une île, ouais, je sais plus, dans un fort. Enfin, je sais plus. Enfin, vraiment, c'est la course à la Trumpisation, quoi. C'est les idées les plus loufoques, les plus dingos. Et voilà, donc c'est républicain, non plus rien de républicain finalement. Les amis dans le chat qui viennent d'arriver, du coup, je vous souhaite bonjour. Saint-Pierre et Miquelon. C'était ça. Bien. Alors attends, les gens nous disent c'est sûr qu'ils ont dû les relâcher. C'est surtout pousser la fenêtre d'Overton et humilier les personnes plutôt que les arrêter. Tout à fait. Oui, il y a vraiment cette idée-là, encore une fois, avec l'idée de traque, etc., de déshumanisation la plus totale. Comme si on chassait presque du gibier, j'en sais rien, mais c'est assez fou comme truc. On pourrait faire des parallèles, bon, c'est pas exactement la même chose, même si, en plus, Bruno Retailleau adore parler de cette question, la question du narcotrafic. C'est pareil, c'est des images très spectaculaires à chaque fois, où ils pénètrent dans les quartiers interdits à la République, etc., comme ils aiment bien le dire, avec des hommes en armes de partout, ils font des images très spectaculaires, sans vraiment d'ailleurs s'attaquer à la racine du problème, puisqu'ils laissent toujours plus de précarité. Il laisse les très gros narcotrafiquants prospérer, parce qu'on parle de milliards quand même. Je pense qu'il y a des niveaux de corruption qu'on sous-estime grandement. Surtout que pour des gens de droite, l'argent, ça n'a jamais été trop un problème, mais généralement, ils savent très bien comment pactiser. Mais on va chasser comme ça les petits dealers, etc., pour faire des belles images impressionnantes. 2 semaines, 3 semaines, et puis après, ils s'en vont. Mais c'est une façon, encore une fois, de déshumaniser des quartiers entiers, des populations entières, en disant que d'un coup, d'un seul, lorsque l'État le décide, on peut ramener des forces armées par dizaines et dizaines, faire peur à tout un quartier, pour faire des belles images, pour en plus aucun résultat, pour lutter contre un narcotrafic, etc. Enfin bref, voilà, on rentre vraiment dans cette logique, encore une fois, de déshumanisation et de faire peur et d'impressionner. On a vu cette image aussi de Bruno Retailleau avec un chien, je crois que c'est un berger allemand, qui est en rage un peu, là, qui se tourne, le berger allemand, et on voit toutes ses dents, etc. Et lui, il se positionne de façon très virile, comme pour dire, en gros, on va reprendre le dessus. Enfin, vraiment, en vrai, on dirait une image de nazi, quoi. Non, mais je pense que... Enfin bref, voilà. Ça, c'est toute leur logique. Sur le chat, dites-nous si vous avez des questions pour Raphaël, qui sera chaud, je présuppose, d'y répondre. Et dites-moi aussi si le son est OK. Parce que je suis un peu la reine du son de gauche, et du coup, il faut qu'on voit avec. Je crois qu'on est pire. Ah ouais? Ouais, on a eu des gros problèmes de micro, à chaque fois on se fait dégommer sur Twitch, a raison. Ouais, mais moi ça commence à être inquiétant parce que quasi tous les matins, ils me font la réflexion. Pourtant, il y a du matos de fou. Après, les amis, on a aussi Claire qui tourne le podcast ici. Donc, je vous mens pas, on est plusieurs sur le matériel. Des fois, je branche des trucs et après, je reviens, tout est débranché. Elle va archi me tuer si je... Puis les gens sont difficiles. Non, le son, ça va. Bon, ça. Ah, en bien. Trop bien. Les amis, d'ailleurs, je vous invite à aller suivre, du coup, j'en profite, la chaîne Twitch de Raphaël Arnaud et la nôtre, parce que là, on est bientôt à 14 000 abonnés. Et à 14 000 abonnés, Raphaël prend d'assaut le ministère de l'Intérieur. C'est voilà. ça. Parfait, exactement. C'est ce qui est prévu. Tout à fait. Ok, trop bien. Donc, on a eu une sortie hier à l'Assemblée nationale de Bruno Retailleau et je voudrais qu'on l'écoute ensemble avec le chat. Hop.
L'immigration a un coût, j'ai dit à un certain nombre de reprises que désormais, parce qu'on ne la maîtrise plus, que l'immigration n'était plus une chance pour la France, parce qu'il y a une panne de l'ascenseur social, parce qu'il y a une panne de l'intégration, de l'assimilation, et il faut être objectif. C'est une question démocratique, et cette question démocratique, je n'en ai certainement pas peur, mais ce que je souhaite, c'est que la loi de la République soit respectée et que l'immigration irrégulière puisse reculer. Bon, toujours un grand malaise, mais dis-moi ce que tu peux. C'est fou comme discours. Il est quand même en train de nous justifier le fait, toutes ces politiques sur la question des sans-papiers absolument ignobles, etc., et la question de l'immigration, par le fait que l'ascenseur social ne fonctionnerait plus en France. Ce qui est faux en plus. Alors, non, l'ascenseur social, ça n'existe pas, mais oui. Jean-Luc disait que les classes populaires, c'était les seules classes ascendantes. C'est ça. Je te laisse. Mais en plus de ça, ils font tout justement pour empêcher le fait qu'il y ait la possibilité de cet ascenseur social en France. C'est-à-dire que c'est les mêmes. Bruno Retailleau fait partie d'un parti, fait partie d'un corpus politique général, qui font tout pour que les riches restent le plus riches possible, les pauvres s'appauvrissent de plus en plus. Et il nous dit ça comme si ça venait comme ça, j'en sais rien, ça tombait du ciel. Donc c'est juste assez fou comme argumentaire. Enfin vraiment, c'est complètement imbécile. Et donc oui, ces gens-là ont un intérêt effectivement à nous laisser, entre guillemets, le plus possible dans des vases clos, que les classes restent les mêmes, etc. Donc c'est assez dingue comme justification, quoi. Et derrière, la question de l'immigration est une chance, pas une chance, moi j'ai un peu du mal avec ce débat, parce qu'en réalité, on s'en fiche en fait. La question, c'est pas de savoir si c'est une chance ou pas une chance. Oui, il peut y avoir des bons côtés pour un pays, pour une nation, à l'immigration. Il peut y avoir des mauvais côtés, certains aspects. On s'en fout en fait. C'est pas, enfin, les gens, c'est pas du bénéfice ou du malus. C'est pas comme ça qu'il faut voir ça. Enfin, il faut pas voir les choses comme ça. C'est plutôt, il y a des gens qui sont dans une précarité extrême, qui sont dans des situations compliquées. Même si l'immigration, d'ailleurs, à très grande majorité, c'est pas ça. C'est des gens qui ont fait des études, qui viennent juste en France. D'ailleurs, c'est des migrations de pays qui viennent d'Occident, etc. Mais ça, c'est pas un problème, parce qu'on voit bien que la logique, elle est raciste pour ces gens-là. Bref, mais tout ça pour dire qu'encore une fois, quand il y a des gens dans une extrême précarité qui quittent leur pays pour des raisons de guerre ou de précarité extrême, etc., juste, en fait, c'est une question de dignité humaine que de pouvoir accueillir et dans de meilleures conditions possibles. Et qu'en plus de ça, moins on accueille bien, plus on est dans des dispositifs réactionnaires brutaux, etc., plus derrière, oui, il y a des gens qui peuvent tomber dans la violence, j'en sais rien, moi, dans des logiques, dans des circuits qui ne sont pas bons, quoi, pour l'ensemble de la société. Et en plus, ça a des mauvaises retombées, du coup, pour tout le monde. Donc, rien ne va dans ces logiques. Sur le sujet, parce qu'il parle d'immigration, mais il y a quand même un continuum qui est en fait l'islam. Le sujet, c'est la haine de l'islam et des musulmans, du coup, par extension, ou c'est la haine de l'autre, celui qui viendrait d'ailleurs et qui viendrait pour en avoir un moucheron. Une poussière, peut-être. Et celui qui, de l'autre, de l'immigration de manière plus générale. Je pense que, justement, les programmes islamophobes en cours, les idées islamophobes, viennent de l'idée que le musulman, la figure du musulman ou la figure de la musulmane serait l'étranger. Il y a vraiment cette idée-là en France, le racisme se construit autour de qui représente le mieux l'étranger, l'orientalité, etc. Et du coup, c'est cette idée-là qui est aussi derrière l'islamophobie, comme il y en avait aussi derrière l'antisémitisme. Le juif ou la personne juive représentait autre chose que l'Occident à l'époque. Il y a vraiment cette idée-là aussi dans l'islamophobie. Donc en fait, c'est lié. C'est-à-dire que lorsqu'on a des tracts aux étrangers, etc., ça nourrit le projet islamophobe. Et inversement, lorsque directement les musulmans et les musulmanes sont visés, ça nourrit aussi un projet de faire la chasse aux étrangers, etc. C'est vraiment les deux, pour moi, qui sont complètement liés, quoi. Et on en parlait avec des amis à nous, parce qu'on voit déjà concrètement ce que c'est l'extrême droite au pouvoir avec un Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Et d'ailleurs, on en reviendra, qui met des coups de pression à absolument toutes les assauts humanitaires, qui a dit sous la jeune garde, mais ça, on va y venir. Mais du coup, on en parlait avec des amis racisés, et on se disait, dans quelle mesure cette politique-là au ministère de l'Intérieur, si l'extrême droite passe en 2027, va-t-elle s'étendre à tout le gouvernement? Et est-ce que du coup, avec aujourd'hui une police qui présente en tout cas en son sein des groupes factieux très proches de groupes néo-nazis d'extrême droite, est-ce qu'on a à craindre presque pour nos vies, nous les personnes racisées?
Oui, malheureusement, oui. Je pense que là, on est dans une situation. D'ailleurs, on en voit un peu la couleur avec ces attentats islamophobes qu'il y a pu avoir récemment dans le Var, à la Grand-Combe, pour Hichem Yaraoui et pour Aboubacar Cissé. Donc, on voit qu'il y a une concrétisation sur les vies déjà des programmes islamophobes, parce qu'en fait, c'est des gens qui ont agi en réponse à tout ce climat. D'ailleurs, le gars là, qui assassine Hichem Yaraoui dans le Var, très clairement, il rend hommage à Jean-Marie Le Pen. Il dit qu'il faut aller voter pour le Rassemblement national. Enfin, il le dit, quoi. Il n'y a même pas de secret. Donc, c'est ces programmes-là qui commencent à être appliqués. Donc, oui, il y a un danger. Et ça, plus ça va aller, si on ne les ralentit pas, si même on ne les renverse pas, plus ça va être de pire en pire. Et quand je disais qu'il ne fallait pas individualiser, c'est un peu dans la même idée, puisque tu disais, avec l'extrême droite au pouvoir, il pourrait y avoir une contagion, pas seulement du ministère de l'Intérieur, mais de l'ensemble des autres ministères. En réalité, c'est déjà un peu le cas. C'est-à-dire que si Bruno Retailleau peut mener cette politique, c'est bien parce qu'il y a un assentiment, à un moment donné, des autres ministres. Demain, si l'ensemble des ministres, notamment en l'occurrence François Bayrou, s'il tenait, il dirait par contre reste à ta place, reste tranquille, c'est pas ça notre politique. C'est bien qu'à un moment donné, il partage en partie ce qu'est en train de faire Bruno Retailleau. Peut-être qu'il y en a qui des fois sont mal à l'aise avec cette idée-là, peut-être qu'il y en a qui sont pas encore assez racistes pour accepter tout ça, etc. Mais en tout cas, il le laisse faire. Donc c'est bien qu'il y a une validation, j'ai envie de dire, de l'ensemble du gouvernement. Par contre, je te rejoins sur le fait, et nous c'est ce qu'on dit avec la Jeune Garde depuis des années, quand même le passage de l'extrême droite au pouvoir, c'est-à-dire d'un rassemblement national, c'est d'autant plus dangereux qu'on a déjà des gens extrêmement convaincus par toutes ces idéologies-là, qui sont construits politiquement avec ces objectifs-là, et que là, ce serait beaucoup plus en rouleau compresseur. C'est-à-dire que ce qu'on a toujours dit, c'est que le fascisme, c'est pas seulement dans les frontières des limites de l'extrême droite organisée, type RN, etc., que le fascisme, c'est un contexte économique, social, politique, en temps de crise, qui fait que ça se dilue dans l'ensemble de la société, dans les couches les plus réactionnaires, donc en partie dans les droites réactionnaires, pas seulement qu'à l'extrême droite, mais qu'évidemment, une extrême droite organisée, formée à ça, va beaucoup plus être en capacité d'imposer une potentielle société fasciste. Et en ce sens-là, oui, on voit là que ça y est, quoi, on y va de plus en plus. Aux États-Unis, je crois que c'est de plus en plus concret. Et encore une fois, il n'y a pas de limite au racisme. Là, c'est une étape, cette traque aux étrangers. On sait jusqu'où ça peut aller. On a eu des exemples, malheureusement, au siècle précédent. On sait jusqu'où ça peut aller, les carnages. Et je pense qu'en ce sens-là, la Palestine était un indicateur de ce qui pouvait se passer. C'était aussi, je pense, une façon pour les racistes en Occident de jauger à quel point la population était capable d'accepter un génocide en cours, simplement parce que ce sont des Arabes ou identifiés comme tels, ou des musulmans ou musulmanes supposés. Et je pense que la Palestine, en ce sens-là, et c'est pour ça qu'on a dit dès le départ, c'est aussi un enjeu pour l'humanité. C'était pas seulement un slogan, c'est parce que réellement, si on était capable d'accepter ce génocide en cours, ça peut avoir des répercussions énormes pour la suite. Mais la bataille n'est pas encore finie. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on voit avec Israël qui continue de créer une ambiance, non, je dis ça comme ça, mais de foutre le bordel clairement au Moyen-Orient en s'attaquant à absolument tous les pays autour d'elle, avec le Liban, l'Iran, etc. Est-ce que justement tout ça, ça traduit quand même avec nous, notre gouvernement qui est relativement muet, voire en soutien à ces actions-là, à une fraction entre le peuple et les dirigeants d'aujourd'hui? Ouais, je pense qu'il y a une déconnexion totale d'une partie du champ politique et médiatique qui se radicalise à la puissance grand V, avec toute une partie de la population, notamment de la jeunesse. En ce sens-là, on peut être rassuré. Alors, en tant que militant, on est toujours frustré de se dire il n'y a pas assez de jeunes dans la rue pour les manifs Palestine, il n'y a pas assez de gens qui se mobilisent, etc. Mais c'est déjà énorme dans le contexte. Et oui, on pourrait faire toujours mieux, toujours plus, mais c'est déjà énorme dans le contexte qu'on ait continué à se mobiliser, parce qu'il ne faut pas se dire qu'on est complètement sous l'eau. Chaque jour, on entend des dingueries, etc. Et malgré tout ça, on reste enclin à se bouger et à quand même résister et à ne pas baisser la tête. Et quand même, cet agenda, il part dans tous les sens, quoi. Et notamment la propagande médiatique qu'il y a pu avoir autour de ça. Là, à nouveau, on sentait que ça commençait un peu à se calmer, malheureusement, avec les images de génocide complètement dingues, avec la mobilisation aussi des peuples. Et quand je dis la mobilisation des peuples, c'est à travers, par exemple, le suivi autour de la flottille de la liberté avec Réma, les marches jusqu'en Égypte. Il y a eu comme ça une ébullition un peu qui ont fait que, même en Occident, il y avait une sorte de... Bon, on ne peut plus y aller comme des bourrins autant qu'on l'a fait pendant un an, on va dire ça comme ça. Et là, tac, qu'est-ce qui s'est passé
Israël décide d'appuyer là où il semble qu'en Occident, ça pourrait à nouveau flancher, c'est-à-dire l'Iran. Donc ils attaquent l'Iran en sachant qu'il va y avoir une réponse. Et donc à nouveau, d'ailleurs je me demande à quel niveau, encore une fois, c'est pas pour faire des grandes théories du complot, mais à quel niveau il n'y a pas des discussions aussi. C'est sûr déjà il y a des discussions entre un gouvernement israélien et d'autres gouvernements occidentaux, mais à un moment, je sais pas, des gouvernants occidentaux qui disent là c'est trop dur de vous soutenir, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à contenir la colère populaire qu'il peut y avoir autour du génocide. Une des solutions c'est peut-être l'Iran quoi. Pour qu'on soit à nouveau enclin à soutenir coûte que coûte le gouvernement israélien. Bref, en tout cas, c'est certain que ça part dans tous les sens. Notre jeunesse, elle n'est pas dupe. Et de ce point de vue-là, c'est rassurant. Et je pense qu'ils peuvent tout perdre. Mais d'ailleurs, je crois qu'ils en ont conscience de ça. Justement, sur Rima Hassan, je trouve que ce serait assez intéressant d'avoir ton analyse, notamment sur le sujet de la haine dont elle peut faire l'objet de la part de toute la Macronie, les LR. Elle concentre une haine et c'est presque... qu'on peut presque comparer à ce que Jean-Luc Mélenchon pouvait subir à un moment. Alors qu'en réalité, elle s'est retrouvée sur un bateau avec des Greta Thunberg qui, en réalité, concentrent beaucoup moins de propos insupportables. Comment tu l'analyses, ça ? Je crois que c'est assez simple. On a déjà la réponse tous en tête, mais Rima Hassan, elle est palestinienne, déjà. Donc, alors oui, elle n'a pas la nationalité palestinienne, parce qu'on sait tous l'histoire, justement, de ces populations qui ont été chassées avec la Nakba, etc. Mais elle est palestinienne, et rien que son existence même vient contredire tout le plan colonial, raciste de l'État d'Israël, vient contredire toutes les dingueries qu'ils sont en train de nous faire avaler, etc. Ne serait-ce que son existence. Donc de ce point de vue-là, le fait qu'elle existe politiquement, en plus on sait, c'est une jeune femme, donc tout ce que ça peut concentrer. D'ailleurs, moi je reçois beaucoup de messages de l'extrême droite régulièrement, oui, mais je pense que toi tu dois prendre ta part. Je pense qu'à côté, Rima Hassan, c'est un autre délire. Et dès que je parle de Rima Hassan, j'ai tout de suite des trucs sexuels dans tous les sens qui arrivent. J'ai tout de suite des insultes liées à la question de la sexualité, etc. On voit bien qu'aussi il y a ce biais, évidemment, le fait que ce soit une jeune femme qui s'exprime. Elle enquille, j'ai envie de dire, tous les trucs pour les fascistes et toutes les horreurs possibles sur le dos. Et en plus de ça, c'est ce côté... Et ça, pour le coup, ça concerne l'ensemble de la France Insoumise, je dirais. Jean-Luc Mélenchon t'en a parlé, qui est le représentant, évidemment, de la France Insoumise de ce point de vue-là. Mais Rima Hassan a incarné ça encore plus avec cette question de la flottille de la liberté. L'idée que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez nous chasser, nous massacrer, même potentiellement nous tuer, parce qu'il y avait ce risque-là en réalité. S'il n'y avait pas eu une telle mobilisation sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui aurait pu arriver lorsqu'elle est montée sur ce bateau, et bien on y va quand même. Et c'est ce truc des insoumis, du coup, le nom est bien choisi de ce point de vue-là, ça les rend fous. C'est des gens qui sont capables de se mettre à quatre pattes dans tous les sens. C'est des gens qui sont capables de se soumettre à toutes les plus grosses horreurs, à tout. Ne serait-ce que, je vais prendre, à la fois c'est... On a parlé des macronistes, etc., mais à la fois c'est lié. Mais ce qui se passe, par exemple, sur un plateau de Cyril Hanouna, ça dit tout de cette société et de la société qu'on essaie de nous vendre. Sur un plateau de Cyril Hanouna ou de Pascal Praud, c'est des gens qui sont soumis, mais jusqu'à la moelle. Il peut leur chier dessus presque en direct sur le plateau, qui vont continuer à dire ouais, c'est super ce qu'on fait, et qui reproduisent etc. cette soumission d'ailleurs sur Exactement. les gens qui sont sur leur plateau. Et donc d'avoir des gens qui leur disent non, on n'en a rien à carrer, on sait où on va, on le fait par humanité, et ça c'est plus fort que tout. Mais en fait, ça les renvoie à quelque chose de misérable. Ça les renvoie à un truc, en fait, vous êtes des nazes, quoi, je sais pas comment dire. Et ça leur est insupportable. Et voilà pourquoi autant de haine viennent s'amasser comme ça sur Rima Hassan. Et du coup, on parlait tout à l'heure de Bruno Retailleau, parce qu'en réalité, c'est le ministre de l'Intérieur qui a été le plus peut-être véhément et offensif dans son fascisme, peut-être parce qu'après le terrain a été bien préparé par Darmanin. La jeune garde a concentré beaucoup de son attention lorsqu'il est en exercice. Alors déjà, pourquoi cette obsession de Retailleau pour la jeune garde ? Il y a plusieurs choses. Bon, déjà, nous, on a un bilan avec la jeune garde. Encore une fois, c'est pas pour nous mettre sur un piédestal, parce qu'on est un petit caillou dans la chaussure pour l'extrême droite. Non, mais c'est bien aussi de dire ses victoires, etc. Bien sûr. N'hésite pas. Mais par rapport à tout ce qu'il y a à mener comme lutte contre l'extrême droite antifasciste, c'est petit, mais quand même, on a ce bilan d'avoir réussi à faire fermer
plusieurs locaux fascistes, notamment 5 dans la ville de Lyon. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Ça, c'est notre bilan. On a ravi une circonscription dernièrement au Rassemblement national. Ça aussi, c'est notre bilan, même si c'est pas que la Jeune Garde, évidemment. C'est avec la France Insoumise, c'est avec en partie le NFP. C'est une dynamique nationale, mais bon, on l'a fait quand même. C'est aussi notre bilan. Et de ce point de vue-là, ça les fait flipper. Et puis des gens qui se disent antifascistes dans la période, forcément, c'est pas bon, quoi. Un pour leur collectif projet. de jeunes aussi. Voilà, jeunes, qui n'est pas prêt à baisser la tête, insoumis dans un sens de ce point de vue-là, et qui, encore une fois, a fait ses preuves sur tout un tas de luttes. Donc c'est certain qu'on allait être sujet à être visé par Bruno Retailleau. En plus de ça, ça correspond à un agenda politique qui est de s'attaquer à la France insoumise. Il ne faut pas le nier. Le fait qu'on se soit lié à travers une élection, lors de la dernière élection législative, le fait qu'aujourd'hui j'ai intégré le groupe parlementaire de la France insoumise, etc., le fait de dire on peut dissoudre une organisation qui est plus ou moins liée à la France insoumise dans un sens, politiquement, c'est aussi un pas en avant pour dire est-ce qu'un jour on ne pourrait pas s'attaquer directement à la France insoumise de façon encore plus dure. Il y a aussi cette idée-là derrière Bruno Retailleau, je pense. Il y avait son congrès aussi des LR qui arrivait, donc le but c'était un peu d'exciter les fascistes, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une revendication directe des groupuscules néo-nazis. La dissolution de la Jeune Garde, elle est posée, je crois, dès 2019 par le basson social, par Génération Identitaire, parce qu'on leur fait tellement mal, à la fois dans la rue, à la fois en fermant leurs locaux, à la fois en détruisant leur organisation, puis derrière avec leur incapacité à reproduire quelque chose de fort, etc., qu'eux, ils demandent directement la dissolution de la Jeune Garde. En même temps, je les comprends. Ils étaient en pleine ascension, et puis poum, tout à coup, ils se mettent à perdre jour après jour leur ascension. Donc voilà, et c'est une demande de ces groupuscules-là, repris par le Rassemblement national. Donc lui, Bruno Retailleau, dans cette idée, avec le congrès du LR, etc., d'exciter un peu les fascistes et d'essayer de reprendre un peu des points de ce côté-là, oui, il avait un intérêt aussi à la dissolution de la Jeune Garde. Mais on se doute que dans tous les cas, vous étiez préparé à cette éventualité-là de par la lutte que vous menez dans un pays qui est en train de virer à la plus infamante extrême droite qu'on ait eue dans le pays depuis, je pense, les 20 dernières années. Donc, comment vous avez prévu de continuer de lutter et comment on fait pour soutenir la Jeune Garde. En fait, j'arrive pas à dire qu'elle n'existe pas, donc du coup, elle existe, la Jeune Garde. Elle existera toujours. Comme dit Médine, la Jeune Garde meurt, mais la Jeune Garde vivra, quoi. Mais ne se rendra jamais, pardon, c'est ça la phrase. Mais ce qui se passe, c'est que déjà, nous, on va porter recours devant le Conseil d'État. Donc cette dissolution, pour l'instant, elle est actée par décret, mais on va la contester. On espère gagner, comme les soulèvements de la Terre. Les soulèvements de la Terre avaient obtenu une victoire devant le Conseil d'État. Donc ça, nous, on est en train de constituer un dossier qu'on va rendre très rapidement. Ensuite, ça peut être dans les prochains mois. Là. Ça va être assez rapide normalement, c'est pas dans un an, ça va être dans les prochains mois que ça va se jouer. Donc là, ça va être une bataille juridique vis-à-vis du gouvernement, montrer que juste tous leurs argumentaires sont absurdes, parce qu'il y en a beaucoup des argumentaires absurdes. Mais quoi qu'il arrive, quand bien même on serait dissous, alors ce serait un coup porté assez dur en réalité, pas seulement pour notre organisation, parce que c'est un outil organisationnel en réalité, la Jeune Garde, pas seulement pour ça, mais pour derrière la capacité qu'aurait le gouvernement à obtenir des dissolutions à partir du moment où il y a de l'antifascisme, à partir du moment où on viendrait combattre. Exactement. Donc de ce point de vue-là, c'est très dangereux. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser, pas seulement pour la Jeune Garde, mais pour la suite, pour l'antifascisme de façon générale. Par contre, que Bruno Retailleau imagine qu'avec la dissolution de la Jeune Garde, il y aurait une dissolution entre guillemets de l'antifascisme, ça par contre, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Bien évidemment que non, l'antifascisme prend de multiples formes. Pas de chance en plus, évidemment. Par exemple, moi je suis à l'Assemblée nationale et je ne vais pas m'empêcher de continuer à faire du travail antifasciste. Donc la Jeune Garde, j'ai envie de dire, est déjà partout. Ok, mais du coup, en fait, ce qui reste à faire là, c'est de suivre le recours, la décision qui sera issue du recours. Oui. Et puis je présuppose qu'il y aura des rassemblements, je pense, un peu partout pour... oui, on veut qu'il y ait un recours, évidemment, pour soutenir, mobilisation. Pour soutenir la Jeune Garde. Peut-être autre sujet, parce que j'ai une question du chat. Alors, je ne suis pas au courant, mais dis-moi si tu l'es. Le RN demande une commission parlementaire sur la France insoumise. C'est vrai, ça ? Je pense que c'est la commission parlementaire que LR, avec Laurent Wauquiez, ont voulu mettre en place sur les liens avec les islamistes, tout ça. Là. Ah oui, d'accord. Je pense que c'est ça. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est encore une autre... Dites-nous dans le chat. Peut-être que c'est encore une autre... Les gens te demandent aussi comment on peut aider
Donc concrètement, aller au rassemblement, ça on l'a dit. Est-ce qu'il y a d'autres points clés pour vous aider ? Là, pour l'instant, vraiment, on est sur la partie juridique vraiment de la bataille devant le Conseil d'État. Donc, en plus, si elle était carrée, on ne va pas se mentir, on ne va pas s'aventurer dans des grandes manifestations ou des grands rassemblements. D'ailleurs, je pense que le gouvernement, en ça, avait prévu un peu le tir aussi, hein, nous dissoudre juste avant l'été. De ce point de vue-là, c'était plus facile pour couper de potentielles mobilisations. Mais je ne sais pas, moi, si le recours devant le Conseil d'État, c'est en septembre ou en octobre, évidemment qu'on proposera des dates de mobilisation, soit directement dans le Conseil d'État, soit ailleurs, peu importe. Mais on a ça en tête et on vous tiendra au courant, bien évidemment. Et après, dès qu'on met des choses sur les réseaux ou quoi, n'hésitez pas à relayer. Même si on est limité, alors moi, j'ai l'avantage de pouvoir publier plein de choses. Parce que voilà, mais c'est vrai que sur les pages de la Jeune Garde, c'est un peu limité, étant donné que aujourd'hui, on est dissous. Donc on peut parler seulement de la question de la dissolution et du recours devant le Conseil d'État. D'accord. Et les amis, du coup, vous avez des réponses à vos questions. N'hésitez pas à poser d'autres questions parce que rappel va encore être avec nous 15 petites minutes. Et moi, je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, notamment sur le lien qui se crée aujourd'hui entre les personnalités politiques d'extrême droite, voire de droite, et les très puissants, les ultra riches en réalité. Qu'a-t-on à craindre de cette nouvelle... de ces alliances qui se créent et qui ont été solidifiées par notamment peut-être le fiasco qu'a été Emmanuel Macron au pouvoir. Qu'a-t-on à craindre de Tout. Tout à tous les niveaux, à toutes les échelles, parce que c'est des gens qui, depuis des années, c'est pas nouveau encore une fois, c'est pas sous le fascisme qu'on va découvrir ça, nous exploitent, ni plus ni moins, au travail, s'enrichissent sur notre dos depuis des années et des années. Donc de ce point de vue-là, on a tout à craindre de se dire que ces gens-là pourraient avoir un pouvoir total. Alors, on est dans une démocratie libérale classique du capitalisme dans lequel l'exploitation existe. Tout est fait par les institutions pour pouvoir poursuivre cette exploitation, mais avec des biais qui permettent de limiter, on va dire, en partie cette exploitation et de limiter la casse d'un point de vue de l'autoritarisme, de l'État, etc., etc. Le fascisme, c'est justement péter toutes ces institutions, tout ce qui nous permet de limiter justement cette casse. Et c'est une forme de dictature, je dirais, de la bourgeoisie en réalité. Et là, tu viens de le dire, ces liens qui sont en train de se créer entre des ultra-riches, des ultra-milliardaires, des Elon Musk, Bolloré, etc., avec des personnalités politiques de droite comme de l'extrême droite. Aujourd'hui, on sent bien qu'on ne sait pas trop où est la frontière entre la droite et l'extrême droite. Ça fait froid dans le dos, parce qu'on peut se dire, ça y est, en fait, ils pourraient tout avoir. Et c'est le but d'ailleurs aux États-Unis, c'est ce qu'ils essayent de faire. Hein. Quand Elon Musk soutient Donald Trump avec tous les gens de la Silicon Valley, etc., les puissants de tout ça, ils essayent de dire, ça y est, en fait, on va pouvoir tout avoir, tout. Et tout ce qui est droit international, etc., tout ce qui est resté encore un peu de démocratique est à balayer sous le fascisme. Mais justement, tout à l'heure, tu me disais qu'il ne fallait pas trop personnifier, mais malheureusement, on est quand même dans une époque où les élections présidentielles sont énormément personnifiées, et même pas que par les médias, aussi dues au peuple, aux engouements, aux aspirations qui peuvent se concentrer autour d'une personne. Quand les ultra-riches auront choisi leur mascotte, parce qu'en réalité, en fait, on a vu que ça a été le cas pour Emmanuel Macron, qui a été clairement choisi par l'Empire Bolloré, même si lui, il a fait aussi en sorte que ça le soit. Quels seront les indicateurs, déjà Et est-ce qu'on pourra concrètement lutter contre le rouleau compresseur ? C'est déjà en phase de construction, tout ça. D'ailleurs, je crois qu'il y a un événement dans pas longtemps, là, sur Paris, où il y a Sterrin, Bolloré, et il y aura tout un tas de personnalités de justement cette droite libérale et l'extrême droite ultra-réactionnaire, etc. Donc ça y est, on est déjà dans cette phase de construction de ce projet-là. Mais oui, surtout pas se dire que c'est joué d'avance, quoi. En fait, c'est ce qu'ils essaient de nous faire croire en réalité. C'est de se dire, ça y est, c'est joué d'avance. D'ailleurs, à chaque élection, on le voit bien, hein, Marine Le Pen, elle est sondée à 35%. Zemmour, à l'époque, je m'en souviens, il était sondé à plus de 15%. Jean-Luc Mélenchon à 8%. Non, mais nous, c'est comme vraiment, le début, c'est très compliqué. Les sondages, c'est juste à chaque fois hallucinant. Parce que le but de ces sondages, c'est de nous dire, surtout, mobilisez-vous pas, restez à la maison. De toute façon, c'est joué d'avance. De toute façon, l'extrême droite va gagner. Et à la fois, on est les premiers à dire en tant qu'antifasciste, il faut s'en inquiéter de cette extrême droite, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est un sérieux danger, etc. Mais par contre, pas se dire que c'est joué d'avance, bien loin de là, on a encore des capacités de résistance, on l'a bien vu sur la question de la Palestine, on a continué à se mobiliser et même on a réussi à
à faire fléchir des fois, même nos gouvernements sur certains aspects, comparé à ce qui s'est passé juste après le 7 octobre, etc. Bref, donc on sent bien qu'on est dans ce rapport de force continuel et qu'on est loin de l'avoir perdu, on est loin d'être résigné et on pourrait le renverser. Et quand bien même l'extrême droite venait à prendre le pouvoir, je pense à Marine Le Pen en 2027 par exemple, c'était elle ou Jordan Bardella, peu importe, ou un Bruno Retailleau. Alors déjà, on va tout faire pour que non, parce que ce soit nous qui prenons le pouvoir, et on a la capacité de le faire, mais quand bien même ils y arriveraient, en fait, ce ne serait pas foutu, quoi. On serait en capacité encore de résister, et d'ailleurs, ils le savent. C'est pour ça qu'ils souhaitent dissoudre des organisations comme la Jeune Garde, c'est pour ça qu'ils mettent autant d'énergie à nous dégommer, c'est parce qu'on a encore des organisations, preuve en est avec la France Insoumise, qui sont en capacité, encore une fois, de participer à la mobilisation populaire à tous les étages, aussi dans les institutions, et ça leur fait extrêmement peur. Et de ce point de vue-là, je pense vraiment qu'il faut qu'on soit solide sur nos appuis. On est vraiment en capacité encore aujourd'hui de résister et surtout même voire de tout renverser. En vrai, ils en ont conscience de ça. On est un peu sur une ligne de crête, je ne sais pas comment dire, mais on sent qu'on est à un moment de bascule historique. Hein. Encore une fois, ce n'est pas pour romancer la période, parce que vraiment, on sent qu'on est dans ce truc-là, quoi. On pourrait, et ils tentent de nous entraîner vers les abysses un peu de l'histoire avec un potentiel fasciste, etc. Et à la fois, on pourrait tomber dans totalement autre chose, un renversement de la société, à tout repenser d'un point de vue écologique, notre rapport au travail, repenser notre rapport à la dignité humaine dans tous les sens, avec la question des petites révolutions féministes qu'il y a eu en cours ces dernières années, d'une forme de renouvellement aussi de l'antiracisme. On sent bien, ça bouillonne là aussi dans l'antiracisme. Enfin, je sais pas, il se passe quelque chose, quoi. Et on sent qu'on est dans cette période-là, en tout cas historique. Il ne faudra pas louper le coche et renverser tout ça. Voilà. Et juste, je réponds à quelqu'un dans le chat qui dit que en fait, Bolloré voulait Zemmour, et c'est vrai que je me souviens maintenant que c'est vrai. Bolloré voulait Zemmour, il avait même orchestré son lancement de campagne à l'époque sur CNews. Donc en fait, je posais la question, mais il y aura des indicateurs très clairs, un lancement de campagne du soir. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, Jordan Bardella, on sent qu'il y a un changement de ligne chez le RN. Et Jordan Bardella incarne beaucoup ça, même si Marine Le Pen aussi, évidemment. Parce que le RN a vachement grandi, un peu fasciste à l'ancienne, je dirais, avec ce truc de il faut faire un peu de semblant social pour exister politiquement. Notamment dans un pays, en France, on le voit bien, il y a encore la question du rapport de classe qui est encore très démonstratif. On l'a vu avec cette réforme des retraites où il y a une mobilisation très forte, etc. Et du coup, le RN, pour exister politiquement, avait besoin de ça. On sent que jour après jour, à l'Assemblée nationale, c'est concret, se détache de plus en plus de cette logique. Et Jordan Bardella incarne parfaitement ça, avec une libéralisation, on va dire ça comme ça, d'un point de vue économique du RN, même si on sait qu'une fois au pouvoir, ils l'auraient fait, mais ils le font encore un peu avant la prise du pouvoir, et qui se lient de plus en plus du coup à des programmes libéraux. Et donc peut-être que aussi c'est pour rassurer entre guillemets la grande bourgeoisie, pour dire regardez, il n'y a pas besoin d'un Éric Zemmour, nous aussi on peut complètement tenir cette cadence-là, quoi. Et justement, tu parlais de la jeunesse qui sera potentiellement décisive sur cette campagne de 27. Notamment parce que ça a été le cas sur la dernière campagne législative post-dissolution. Et on voit des visages qui émergent chez les jeunes et qui s'adressent particulièrement plus aux jeunes que d'autres. Moi, je pense à Gabriel Attal, qui est de rentrer dans un mindset où lui, il fait que sa communication autour de trends TikTok. Ça y est, c'est acté. Et on a évidemment Jordan Bardella sur le spectre. Est-ce que tu crois à ce personnage qui est créé de toutes pièces par le RN? C'est certain qu'il a en tout cas une résonance dans une partie de la jeunesse. Ça, c'est une évidence. Il y a une partie de la jeunesse qui se laisse convaincre par ce type d'idées, par ce type de personnages, etc. Alors de façon plus ou moins limitée. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, aujourd'hui, on reste majoritaire. Bien sûr. Et ça, c'est pas une mince affaire, parce qu'on fait beaucoup de comparaisons avec le siècle précédent, à raison. Hein. C'est vertigineux, des fois, hein, lorsqu'on s'intéresse un peu à la montée du nazisme, à la montée des fascismes de façon générale, y compris en Italie. Et il y a une chose qui est vraiment différente par rapport à l'époque, c'est qu'à l'époque, les nazis et les fascistes, de façon générale, avaient réussi à devenir majoritaires dans la jeunesse, notamment d'un point de vue électoral. C'était dans la jeunesse qu'ils étaient les plus importants. Donc ça en disait long sur l'avenir. C'est que si jamais ils prenaient le pouvoir, on l'a bien vu, ils allaient avoir des rebonds de mobilisation, y compris dans la jeunesse. Là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ils arrivent à trouver des relais dans la jeunesse, notamment chez les jeunes hommes. Ça, c'est quelque chose, d'un point de vue sociologique, c'est assez radical. On a des jeunes hommes qui de plus en plus se radicalisent à droite. Ça ne veut pas dire que tous les jeunes hommes se radicalisent à droite. Preuve en est, je suis un jeune homme et je ne me suis pas radicalisé à droite, mais il y a quand même une tendance à ça. Et à l'inverse, chez les jeunes femmes, ça se radicalise grandement à gauche. Donc on a quand même une division des genres de la politisation chez les jeunes, mais on reste majoritaire. Et ça, c'est vraiment très important à l'avoir en tête.
malgré, et là, à chaque fois, il faut aussi relativiser dans la période, même si c'est difficile au vu de la violence laquelle on subit, etc., de l'avancement du fascisme. Mais malgré tous leurs milliards, malgré tout ce qu'ils ont en possession, les TPMP, ils rachètent des Twitter, ils rachètent des comptes comme Serfia, etc. Enfin, vraiment, ils sont en roue libre, ils font tout pour nous ensevelir un peu sur leurs idées, etc. Malgré tout ça, on reste par exemple majoritaire dans la jeunesse. C'est quand même fou. Ça veut dire que, c'est des quiches. Parce que la jeunesse, oui, c'est des quiches, et parce qu'ils passent à côté du sujet qui est que la jeunesse, effectivement, elle est composée en partie, en tout cas, d'une grosse proportion de jeunes racisés ou qui ont un parent ou un grand-parent raciste. Donc, ça va être très compliqué pour eux de nous faire détester qui nous sommes. Puis ils sont déconnectés en plus. Enfin, voilà, on voit bien les rapports sur les frères musulmans dans le sport, le foot, tout ça. C'est des gens qui n'ont jamais été dans l'école publique. Des gens qui ont grandi en vase clos, entre bourgeois, entre racistes. Et ils ont tout fait pour maintenir ces vases clos. Donc, quelque part aussi, ils sont un peu déconnectés de notre jeunesse et de notre réalité. Alors, ils essayent de nous imposer des choses à coups de milliards. Ça marche en partie, c'est une réalité, c'est affreux, il faut la combattre, etc. Mais quand même, le fait qu'on reste majoritaire, je pense que c'est aussi ça. C'est aussi que nous, on connaît notre situation mieux que personne. On connaît notre jeunesse, on sait, là, on a grandi, là, on a fait des choses ensemble, et ça, ils ne nous l'enlèveront pas. Peut-être pour finir, nous parler de je sais pas, tu veux faire quoi à cette commission parce que généralement, je le fais avec les députés. Ils me disent leur commission de la journée ou s'il y a une prochaine activité politique importante pour eux. Donc, voilà. À l'Assemblée, là, on est en train de travailler avec mon équipe sur la question des... Alors, on n'est pas les seuls, il y a plusieurs députés de la France Insoumise, mais pas que, d'autres du NFP, sur la question des parkings payants dans l'hôpital. Ça peut paraître très symbolique et minime par rapport à tout ce qu'on a raconté. Moi, je pense que ça va parler aux gens. Ça a du sens parce que la première chose qu'on fait quand on arrive à l'hôpital, mais ça, c'est très récent. Moi, quand j'étais petit, quand j'y allais avec ma mère, etc., on arrivait sur le parking gratuit de l'hôpital parce que c'était le parking qu'on avait construit avec nos impôts, quoi. Et là, ils ont foutu une barrière, des entreprises privées, soi-disant pour des rentes potentielles à l'hôpital, alors qu'on sait très bien que non. C'est pour les entreprises privées qu'ils ont fait ça. Et là, aujourd'hui, voilà, la première image qu'on a en venant à l'hôpital, lorsqu'on veut accéder aux soins ou à des personnes qu'on souhaite voir, qui sont dans le besoin, etc., pouf, c'est on rack, on paye. Donc c'est une absurdité absolument, et ça représente je trouve que c'est une des représentations les plus absurdes du capitalisme, que même l'accès aux soins nous est empêché, entre guillemets. Oui, genre attends, tu perds les os, mais attends, faut que je trouve une place de parking. Exactement, et en plus on paye, et des fois très cher. Donc l'absurdité que ça a, là, à Avignon, là, il y a eu beaucoup d'articles parce qu'il y a un couple, il y a une femme qui est en train de mourir sur son lit d'hôpital, et il y a son mari qui venait la voir du coup très souvent à l'hôpital, et il a eu une note, je crois, de 600 € en quelques jours, simplement pour aller l'accompagner dans ses dernières heures. On voit bien un peu l'absurdité, encore une fois, que ça a, donc ça a beaucoup choqué. Donc on est en train de travailler là-dessus. Et sinon, là, il y a l'histoire du truc là, sur les islamistes, là, le truc complètement barré, la DLR. Voilà, tout ça. Ils veulent faire la commission justement d'enquête. Ouais, tout à l'heure, ils en parlaient dans le chat, ils disaient que voilà. En fait, ça peut paraître peut-être chelou. Alors, à la fois, c'est une horreur et c'est une dinguerie qu'il y ait ce type de commission d'enquête, mais maintenant qu'elle est là, allons-y, on va se les faire en vrai, on va les déboîter sur tous les sujets, parce que nous, on est très serein dans ce qu'on fait. Très serein à la fois dans notre lutte contre l'islamophobie et pas de compromission avec les forces les plus réactionnaires, contrairement à ces gens-là. Je pense que notamment au RN, les liens avec Daesh par exemple, où certains qui travaillaient chez Lafarge sont allés négocier directement avec Daesh. Je pense à certains du RN qui ont fait des attentats, des fois liés à Daesh, etc. Enfin, franchement, on a plein de choses à dire. On va se régaler avec cette commission si jamais elle a lieu. On va les tamponner dans tous les sens. Donc on est très serein par rapport à ça. Donc allez-y, on va envoyer. Donc ça, ce serait vers la rentrée, non? Je pense que ça sera vers la rentrée. Voilà. Donc ça s'annonce encore très. Si vous pensiez vous reposer, du coup non. Parce que on va les déchirer sur tous les aspects. Dernière petite question, et après je vais te laisser, parce qu'il y a quelqu'un qui me pose la question, genre 3 fois dans le chat. Demande-lui s'il peut saisir le procureur sur ce qu'a publié Rachel Kahn. Ah ouais. Alors c'est quoi la question, pardon, exactement? Demande-lui s'il peut saisir le procureur. Ah oui, c'est une bonne question. En plus, je me l'ai posée en venant ce matin dans le métro. Est-ce que c'est possible? Je sais pas si tu vois de quoi il s'agit, mais tu sais, en fait, Rachel Kahn, hier, elle a fait une publication sur Twitter où elle a utilisé un visuel qu'elle a elle-même produit, parce que c'est signé Rachel Kahn, de la pieuvre islamiste. D'accord. Qui serait partout, dont à l'ONU. On voit la pieuvre qui touche un peu l'ONU,
comme si les islamistes auraient pénétré l'ONU et le droit international. En fait, il y a un peu cette idée-là. Donc elle utilise l'Iran, évidemment, qui est un régime qu'on combat, mais elle utilise ce biais-là pour dire en gros que les islamistes sont partout. Donc on voit bien, en réalité, c'est pas l'Iran qui est visé, c'est pas le régime iranien, c'est l'ensemble des musulmans et musulmanes supposés. Et en fait, c'est une dinguerie, parce que la pieuvre, c'est vraiment un des trucs utilisés par la propagande nazie le plus, parce qu'il y avait cette idée du complot mondial, Oui, je me souviens, que les juifs insidieusement seraient partout avec des tentacules, justement. Exactement. Et là, c'est la même chose avec ce rapport sur les frères musulmans, etc. Donc ça reprend tous les pires trucs antisémites. Et vraiment, d'ailleurs, j'ai retweeté ce truc, le copier-coller avec l'antisémitisme à l'époque, avec aujourd'hui l'islamophobie, des fois, sur certains aspects, est vertigineux. Et là, on le voit bien aujourd'hui, et vraiment, c'est juste une dinguerie, cette espèce de complotisme mondial des musulmans ou des frères musulmans, là, comme on a entendu en France. Donc je vais regarder, voilà, si c'est possible effectivement de saisir le procureur de ce point de vue-là, et ce sera intéressant. Ok, j'espère du coup qu'on a répondu à vos questions dans le chat. Moi j'ai appris quelque chose, du coup je suis contente. Moi je vais te laisser, Raphaël. Je vais te souhaiter une Merci beaucoup. très bonne journée. Je vais dire aussi au revoir au chat. Je vais le dire de manière douce et tranquille parce qu'à chaque fois je coupe trop vite et après je me fais embrouiller. Sachez que vous pouvez nous retrouver aussi vendredi parce qu'on fait une matinale avec la bavardeuse. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Pas du tout. C'est une meuf des réseaux qui était notamment à la commission d'enquête parlementaire. Et on va revenir sur ce fiasco parce que c'était vraiment un vrai fiasco. Ça ressemblait à rien. On a fini par juste poser la question de Julien Tanti, tu gagnes combien, alors qu'il y avait vraiment des sujets intéressants. Ça aurait été mal géré, mais c'est dommage, hein, l'idée dans le fond, c'était pas... L'idée était bonne, mais je suis d'accord. Donc je vais te souhaiter une très belle journée. Les gens te disent au revoir, ils te souhaitent une belle journée aussi. Et ciao.